J'ai mis du temps avant de pouvoir en vivre. Si je connais pas quelque chose, si je ne maîtrise pas un domaine, je peux l'apprendre. C'est une très bonne question et j'avoue que je me la suis jamais posée, c'est hyper intéressant. Alors je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je me considère comme libre, mais Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Quentin de la chaîne Développeur Libre. J'ai décidé avec lui de retracer son parcours, mais sous un angle bien précis, qui est celui de la liberté. D'étudiant en école d'ingénieur à youtubeur et maintenant jeune entrepreneur, chaque étape de son parcours lui ont permis de construire pas à pas sa liberté, qu'elle soit géographique, financière ou temporelle. J'ai adoré débattre avec Quentin de l'idée de liberté et j'espère que cette interview va vous permettre de vous questionner sur votre définition de la liberté. Et vous pouvez nous en faire part dans l'espace commentaire. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et on commence tout de suite. Merci Quentin de venir sur le podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler ensemble de ton parcours et surtout du sujet de la liberté. Et comme je pense qu'il y a quelques personnes qui ne te connaissent pas, parce que tu es très connu sur YouTube, tu vas commencer par te présenter. Salut Gaëtan, merci pour ton invitation, ça fait super plaisir. C'est vrai qu'on avait déjà échangé dans un épisode, dans mon épisode, donc là ça fait super plaisir que tu me reçoives sur ton podcast. Bah écoute, bon voilà, moi je m'appelle Quentin, alias développeur libre sur YouTube. C'est vrai que tu dis qu'il y a pas mal de personnes qui me connaissent, bon ça reste assez petit, on va dire, une chaîne YouTube à presque 100 000 abonnés, enfin voilà, tout est relatif. Mais pour retracer très rapidement mon parcours, j'ai fait, après mon bac scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur que j'ai intégrée après une prépa, donc après on pourra rediscuter si tu veux du cursus scolaire. Mais en gros, je viens d'un cursus ingénieur que j'ai terminé l'année dernière, donc en septembre 2020, j'ai été diplômé. Et durant cette école d'ingénieur, en fait, j'ai surtout appris donc du développement logiciel, donc de l'informatique, la programmation, les bases de l'algorithmique, etc., etc. Mais surtout de l'intelligence artificielle, parce que c'était la spécialité de mon cursus. Et pendant ces 3 années, je me suis découvert en fait une passion pour l'informatique. Donc encore une fois, ça on pourra en reparler juste après, mais c'est que l'informatique, c'est un domaine que je connais depuis pas si longtemps que ça au final, puisque avant mon bac plus 2, on va dire, enfin même bac plus 3, donc jusqu'à 2 années après le bac, j'y connaissais absolument rien à ce moment-là. Et je l'ai découvert un petit peu par hasard et je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant. Et pendant mon école d'ingénieur, je me suis plongé un petit peu dans le développement iOS parce que j'avais reçu mon premier iPhone. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut pas faire des petits trucs comme ça à droite à gauche? Est-ce qu'il faut absolument être un expert en programmation ou je ne sais quoi pour créer son application? Donc j'ai commencé à chercher un petit peu et puis c'est de là que je me suis découvert une passion pour ce domaine-là. Domaine qu'on n'apprenait absolument pas à l'école, en tout cas directement. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de faire mon stage de fin d'études en tant que développeur iOS, pour confirmer un peu ses compétences. Donc ça s'est passé à la fin de mon cursus, donc l'année dernière. Et depuis septembre 2020, eh bien, je suis à temps plein, entrepreneur entre guillemets à temps plein, puisque voilà, je gère ma plateforme de formation et en même temps je fais des interventions dans des écoles ou pour des organismes de formation. Donc on va dire que pour raccourcir énormément, on va dire que je suis un formateur iOS. D'accord. Alors j'ai déjà une première question pour toi. Donc tu as fait une chaîne à, on va dire, 100 000 abonnés, bientôt les 100 000 abonnés. Alors tu l'as fait pendant tes études? Ouais, effectivement, cette chaîne YouTube, en fait, je l'ai commencé en 2018, donc il y a presque 4 ans maintenant. Et en fait, cette chaîne YouTube, je l'ai commencée parce que j'avais une frustration. Et je pense que c'est de là que commencent beaucoup de projets plus ou moins entrepreneuriaux. J'avais cette frustration par rapport à l'enseignement. Donc c'est pour ça que je t'ai expliqué au début que voilà, j'étais issu d'un cursus prépa et ensuite école d'ingénieur, donc deux mondes qui sont quand même très différents. Dans un monde, le monde de la prépa, les profs sont là pour toi, ils s'investissent pour toi, ils sont prêts à rester même 1 heure de plus s'il faut après les cours
alors qu'ils ont passé la journée de 8h à 18h quasiment avec toi. Et donc on passe de ce monde-là à un monde beaucoup plus universitaire où les profs sont là pour toi bien sûr, mais ils sont beaucoup... Alors, je voudrais pas dire beaucoup moins investis, mais c'est pas du tout la même philosophie d'enseignement. Et euh, de là, en fait, il y a eu une frustration, et ça, plus le fait qu'on n'apprenait pas le développement iOS à l'école, et que j'avais un petit peu de mal à trouver des ressources, hein, clairement. Pour moi, il y avait très peu, voire aucune formation à l'époque, formation officielle, hein, qui enseignait le développement iOS. Et de ces deux frustrations-là, je me suis dit que j'allais créer une chaîne YouTube, non pas pour combler un manque en disant, voilà, moi je sais développer des applications iOS, donc je vais vous enseigner. Non, non, pas du tout. Mais plutôt, j'ai créé cette chaîne YouTube pour montrer à ceux qui avaient les mêmes envies que moi que c'était possible. Donc c'était vraiment, au début, je créais des vidéos, voilà, pour dire, regardez ce que j'ai découvert cette semaine, voilà comment on peut se lancer dans le monde du développement iOS, etc., etc. Donc effectivement, cette chaîne YouTube, elle a été lancée pendant mes études. Et ça a très vite marché parce que si tu me dis qu'elle a 4 ans, tu as 100 000 abonnés, à la fin de tes études, elle était déjà colossale ta chaîne. Ouais, alors à la fin de mes études, on était, ouais, grosso modo 75 000, je pense. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la croissance était quand même très linéaire. Alors, il y a eu des pics. Il y a eu des pics au bout d'un an à peu près. Il y a une vidéo qui a décollé. Mais elle a décollé alors qu'elle avait été publiée 2, 3 mois auparavant. Et d'un coup, c'est vrai que cette vidéo a commencé à décoller. On est passé à 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues, comme ça, sur quelques jours. Et c'est de là que ça m'a fait passer peut-être de 2000 abonnés à 10 000 abonnés. Donc il faut comprendre qu'au bout de 6 à 8 mois, j'étais toujours à 2000 abonnés, hein. Et peut-être en un mois, je suis arrivé à 10 000 abonnés. Et après, bon voilà, il y a eu des pics, mais c'était quand même assez linéaire. Donc, c'était assez linéaire, mais tu as trouvé ton public assez rapidement. Ouais. Mais au départ, c'était pas un projet entrepreneurial, c'était juste tu voulais faire des vidéos pour expliquer ce que tu avais appris. Alors, c'était pas un projet entrepreneurial, j'irai pas jusque-là. Je pense que c'était quand même un projet entrepreneurial. Parce que si tu veux, j'avais déjà commencé à créer une autre chaîne YouTube. Et peut-être que certains l'avaient déjà découverte. Cette chaîne, elle s'appelle iMake Tuto. Bon voilà, c'était plus ou moins ma vraie première chaîne, parce qu'avant j'avais déjà publié des vidéos mais qui n'avaient rien à voir. Et avec cette chaîne YouTube que j'avais démarrée pendant l'école d'ingénieur, euh, je, je proposais en fait déjà des vidéos dans lesquelles j'expliquais des choses beaucoup plus axées sur sur l'électronique. Donc je manipulais des cartes Arduino, je faisais des petits programmes, voilà, pour faire tourner un moteur, pour faire une mini voiture téléguidée. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que l'électronique, ouais, c'est bien, mais c'est pas ce qui me plaisait le plus. Moi, ce qui me plaisait le plus, c'était l'informatique, et c'est pour ça que j'ai tout de suite switché. J'ai créé une autre chaîne YouTube. Euh, mais je pense que en la créant, j'avais déjà cette idée un peu de créer des formations et cette vision de liberté, parce que je savais qu'il me restait 2 ans et demi, enfin 3 ans ou plutôt 2 ans et demi à faire en école d'ingénieur. Je savais déjà que aller à l'école tous les jours, c'est pas ce qui me plaisait le plus. Et du coup, je commençais un peu à avoir cette vision de l'entrepreneuriat. Je commençais un peu à découvrir ce monde-là et à me dire que il y avait une autre solution, un autre mode de vie que le mode de vie classique, 9h, 18h dans un job classique, ce que je ne dénigre absolument pas, hein. Mais je sentais que moi, c'était pas forcément ce qui m'attirait le plus. Et donc j'ai lancé cette chaîne YouTube aussi dans l'optique de me dire, ça peut être un tremplin pour acquérir une certaine liberté et donc pour sortir de l'école et avoir deux options. L'option j'intègre une boîte et si ça se trouve ça va carrément me plaire et donc go, ou alors l'option je crée ma propre boîte. D'accord. Et est-ce que le nom de ta chaîne développeur libre vient de là? Ouais, effectivement, c'est le nom de la chaîne originale, il n'a pas été changé depuis sa création, donc je pense que ça traduit bien cette envie de me dire, voilà, j'enseigne le développement, mais je veux pas proposer des simples tutos en mode, voilà, comment est-ce qu'on fait pour créer une page web, ou comment est-ce qu'on fait pour créer un bouton sur iOS. J'avais vraiment cette vision, et je voulais vraiment créer du contenu, alors à long terme, parce que à l'époque, j'étais absolument pas libre. J'étais un étudiant classique, lambda.
et je me sentais pas encore à l'aise de proposer des contenus voilà, qui expliquent comment est-ce qu'on peut devenir libre ou tout ce qui tourne autour. Mais j'avais cette optique et je me suis dit, je vais aller chercher cette liberté et une fois que je l'aurai acquise, plus ou moins hein, bien sûr, je vais pouvoir proposer des contenus un peu plus axés sur la liberté que sur le développement. Ok. Alors, et dans ce contexte, c'est quoi ta définition de la liberté? Parce que la liberté dépend de chacun, en réalité. Alors, ma définition de la liberté, c'est vrai que c'est une question assez difficile. Euh, je dirais que moi, en fait, ma liberté, c'est tout simplement la possibilité de travailler, enfin, elle se traduit par la possibilité de bosser sur n'importe quel projet. Et quand je dis n'importe quel projet, ça peut être des projets sur lesquels on travaille, mais je veux pas forcément dire sur lesquels on travaille, parce que là, il y a beaucoup cette notion de travail classique. Voilà, on est devant un ordinateur, on essaye de créer quelque chose. Mais quand je dis un projet, ça peut tout simplement être des vacances, ça peut être, je sais pas moi, construire un van, ça peut être, voilà, ça peut vraiment tout type de projet, aussi bien pro entre guillemets que perso, même si moi je fais plus trop la différence entre les deux. Mais pour moi, c'est vraiment ça la liberté, c'est-à-dire que si demain j'ai envie de lancer une nouvelle application mobile, bah, je vais pas être frustré parce que voilà, j'ai des contraintes de temps, peut-être que j'ai un job classique et je vais pas être frustré en me disant mince, j'ai pas le temps de bosser sur mon application parce qu'il faut bien que je continue à aller travailler hein, si je veux manger à la fin du mois ou payer mon loyer. Ou alors, voilà, si du jour au lendemain j'ai envie, je sais pas moi, de me mettre au jardinage ou alors de construire un van pour partir en vacances pendant 3 mois et ne plus donner signe de vie sur Internet, bah, je veux que ce soit possible. Et pour moi, c'est ça la définition de la liberté. D'accord. Est-ce que ça reprend un peu l'idée qu'il y a dans un livre comme La semaine de 4 heures où tu veux décorréler ton temps de travail de tes revenus ou pas? Ouais, c'est carrément ça. C'est effectivement décorréler mon temps de travail de mes revenus. On parle aussi souvent de revenus passifs. Bon, je suis pas trop fan de ce terme-là parce que je préfère le terme revenu automatisé. Donc effectivement, ça, c'est clairement ça qui se cache derrière. C'est créer des projets, créer des systèmes qui me permettent en fait de générer de l'argent qui puisse me permettre, pendant voilà, 2 semaines, si je veux, ne plus publier de vidéos YouTube. Alors bien sûr, ça va s'étouffer, hein, mes revenus au bout d'un moment vont s'étouffer, mais j'ai cette possibilité-là, effectivement. Alors, je pense qu'on va en parler ensuite dans l'interview, tout ce qui est histoire de revenus. Mais avant toute chose, est-ce que, selon la définition que tu as fait, est-ce que tu as atteint ton but? Es-tu libre? Alors je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je me considère comme libre, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai pas l'impression spécialement d'avoir atteint un objectif en mode bon bah ok très bien j'ai atteint mon objectif maintenant je vais plus aller chercher à créer des nouveaux projets, à créer des nouvelles applications, à améliorer ma plateforme de formation, à créer de nouvelles formations. C'est j'ai atteint un objectif mais qui pour moi en fait n'est plus vraiment atteint parce que si tu veux entre le moment où j'ai atteint entre guillemets cet objectif, enfin entre le moment où je me suis fixé cet objectif et le moment où je l'ai atteint, bah, l'objectif a changé, a évolué, tu vois. Et ce qui fait que euh, je considère que j'ai atteint une certaine forme de liberté, dans le sens où j'ai la chance, alors est-ce que c'est une chance ou pas, ça, bref, peu importe, mais j'ai la chance effectivement de ne pas être obligé euh, d'aller chercher un travail pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir me faire des petits plaisirs de temps en temps. Donc oui, j'estime avoir atteint une certaine forme de liberté. Maintenant, voilà, j'ai toujours de nouveaux objectifs de liberté, et on pourra en reparler juste après, mais là, par exemple, je trouve que ma liberté, en tout cas financière, a été, dans un certain sens, atteinte, mais j'ai peut-être un petit peu moins cette liberté géographique aujourd'hui, parce que je me suis, entre guillemets, enfermé, et je dirais pas que c'est enfermé, parce que c'est quelque chose qui me plaît, mais je me suis mis dans un cadre en fait, dans une certaine contrainte de publier par exemple du contenu sur YouTube quasiment toutes les semaines. Et pour ça, enfin ça pour moi euh, c'est quelque chose qui est un peu qui me prive un petit peu de liberté géographique si tu veux. Donc j'ai atteint cette liberté financière. J'ai
perdu un petit peu cette liberté géographique, mais peut-être que d'ici quelques mois ou quelques années, bah, la tendance se sera inversée, tu vois, et peut-être que j'aurais trouvé un nouveau système ou que j'aurais fait pivoter mon business model pour être plus libre géographiquement, mais peut-être que je serais moins libre financièrement parce que j'aurais dû retrouver un job en freelance qui me permette voilà, de gagner plus de revenus, mais en échange de mon temps. Ça, c'est une des questions que je vais te poser par rapport à ça, parce que pour ceux qui n'ont jamais vu tes vidéos sont très quali. On voit bien qu'il y a tout un équipement pour faire ça. Tu as de la lumière, ta lumière elle est super belle. Donc je suppose que si tu veux prendre l'avion avec ça, tu demandes un supplément bagage de 25 kilos. C'est ça, effectivement, t'as exactement compris ce que je voulais dire par manque de liberté géographique. En fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que au début de l'année 2021, oui, au début de l'année 2021, j'habitais à Paris et je commençais un petit peu à être frustré, voilà, par mon petit appartement parce que bon, je suis pas non plus millionnaire, hein, il faut pas rêver, donc vivre à Paris à mon âge avec mon niveau de revenus, bah voilà, c'est un petit appartement, hein, c'est pas un T3. Et donc forcément, bah, j'étais un petit peu frustré, il manquait un petit peu d'espace, et je me suis dit, bon, allez, on va déménager en province pour avoir quelque chose de plus grand. Et parce que justement, j'avais cette envie de créer du contenu un petit peu plus qualitatif. Donc, qui dit contenu qualitatif dit pièces un peu plus grandes, investissement dans du matériel, dans des lumières, comme tu disais. Et donc forcément, je me suis petit à petit, en fait, entre guillemets, hein, enfermé, mais donc ce train de vie, ce système qui effectivement m'oblige plus ou moins à rester à un certain endroit. Donc là, voilà, j'ai un appartement, j'ai tout mon matériel qui est ici, et je sais que si je veux partir 3 semaines en vacances, bah, soit il n'y aura pas de vidéo YouTube, soit elles vont perdre en qualité, soit je vais devoir justement les créer en amont, enfin prévoir la création des 3 vidéos pour pouvoir les publier pendant que je ne serai pas dans mon appartement qui est entre guillemets mon studio de tournage, quoi. Donc effectivement, c'est une forme de contrainte, mais cette contrainte-là, je l'ai choisie, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que j'ai atteint, enfin pour moi, je suis libre parce que j'ai toujours des contraintes, mais ces contraintes, c'est moi qui me les suis fixées. Hmm. Alors, une des questions qui me vient par rapport à ça, est-ce que tu penses que YouTube t'enlève de la liberté? Bah oui et non parce que effectivement la création des vidéos YouTube m'enlève de la liberté, mais en fait c'est plus moi qui m'enlève cette liberté dans le sens où je m'impose ce rythme de publication. Alors est-ce que c'est moi qui me l'impose ou est-ce que c'est l'algorithme de YouTube qui me l'impose indirectement? Ça je sais pas parce que je vois des créateurs de contenu qui font des contenus absolument incroyables et qui postent une vidéo tous les 3 mois et pour autant ils ont une croissance phénoménale et ils ont des retours incroyables et ils arrivent justement à créer des projets, enfin des projets autour de ça, donc des lancements d'applications, des lancements de produits, de marques, enfin bref, peu importe. Et ils arrivent justement à acquérir une certaine liberté avec ça. Donc, est-ce que YouTube m'empêche d'être libre ou est-ce que c'est une contrainte? Je dirais que non, parce que c'est moi qui me suis fixé cette contrainte. Et je sais que si demain je me rends compte que une publication toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça me gêne, je vais trouver une solution pour que ça ne me gêne plus. Donc soit voilà, peut-être raccourcir le temps de création ou le processus de création d'une vidéo pour pouvoir peut-être en faire 3-4 en une semaine et alterner comme ça entre semaines de création et semaines plus libres. Ou au contraire, alléger le planning des publications avec peut-être des vidéos beaucoup plus qualitatives encore, beaucoup plus travaillées, et du coup qui ont une traction beaucoup plus importante, et qui me permettent d'avoir autant de trafic avec moins de publications. Donc je dirais que oui, à l'heure actuelle, c'est une contrainte, mais c'est une contrainte que je me suis moi-même imposée et que je pense pouvoir, avec un petit peu de travail et d'organisation, c'est une contrainte dont je peux me libérer. Ouais. Oui, donc tu as quand même acquis une certaine forme de liberté, mais il y a certaines parties par choix auxquelles tu as renoncé. C'est ça, exactement. Et alors là qu'on est à parler de YouTube, la question un peu fatidique, est-ce que tu vis de YouTube? Au sens où est-ce que tu génères suffisamment de revenus avec la publicité YouTube? Je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ça.
Ouais, il en y a ayant beaucoup de... 100 000 abonnés? Ouais, alors effectivement, la partie en ayant 100 000 abonnés, en fait, j'aimerais la prendre avec des pincettes, parce que si tu veux, comme on le disait en introduction, j'ai eu une croissance très organique et très linéaire. Et, euh, et ça fait voilà maintenant 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Alors effectivement, en 4 ans, il y a des YouTubeurs qui ont une croissance beaucoup plus lente. Mais je connais aussi beaucoup de créateurs qui ont eu cette même croissance et qui atteignent les 80 à 100 000 abonnés euh, en beaucoup moins de temps. Et qui ont aussi un engagement beaucoup plus fort, enfin qui ont une communauté qui est beaucoup plus fortement engagée. Et en fait, pour 100 000 abonnés, en fait, j'ai envie de dire, le nombre d'abonnés, ça veut strictement rien dire. Et on peut avoir deux créateurs qui ont le même nombre d'abonnés avec deux audiences totalement différentes et donc des nombres de vues totalement différents. Et donc ça, forcément, comme la publicité YouTube, elle dépend beaucoup du domaine, d'une part, mais je pense qu'elle dépend encore plus du nombre de vues et du taux d'engagement de cette audience, donc de combien de temps en moyenne l'audience regarde les vidéos. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de facteurs autour de ça. Mais si on regarde juste mes revenus, moi personnellement, donc il faut aussi voilà, regarder les nombres de vues que je génère grâce à YouTube, qui sont à peu près de 100 000 vues par mois. Je pense que ça, c'est un nombre qui peut être intéressant aussi. Non, clairement, j'en vis pas. Et ça fluctue énormément. Alors, je peux donner des chiffres. En gros, YouTube me reverse entre 300 et peut-être le maximum c'était ouais, j'ai peut-être eu un mois à $800 par mois de revenus AdSense, et puis ça peut des fois descendre à 200, tu vois, donc ça fluctue énormément. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que là en fait je te donne des chiffres qui sont entre 200 ou plutôt 300 et 700 800 maximum. Mais ces chiffres là ce sont des dollars, et puis bien sûr c'est ce que YouTube me reverse, donc après forcément il y a toute une série de taxes qu'il faut reverser sur ce chiffre d'affaires. Donc oui, effectivement, avec les revenus YouTube, euh, je pourrais peut-être payer une partie de mon loyer si j'avais un loyer un petit peu plus faible, ou du moins on va dire que je peux, je peux payer la partie alimentaire. Donc c'est déjà bien, hein, ça c'est sûr, mais ça suffit pas pour vivre, ça c'est clair. Donc disons que rien que les revenus que tu génères par YouTube s'appellent les bières, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça s'appelle les bières et t'es peut-être alcoolique. Ouais, tout à fait. C'est alors tu nous disais que tu étais libre, on va dire financièrement. Donc si tes revenus ne viennent pas de YouTube, bah ils viennent d'où tes revenus, même si tu en as déjà parlé dès le début. Ouais, donc effectivement, mes revenus ne viennent... Alors, il y a une toute petite partie de YouTube. Mes autres sources de revenus, ce sont principalement donc les formations que je propose sur ma plateforme, et aussi les missions freelance. Alors, quand je dis mission freelance, c'est vrai que actuellement, je suis sur aucune mission freelance de développement. Malgré le fait que je me considère quand même hein, comme développeur. Mais actuellement, mes sources de revenus, ce sont donc la plateforme de formation, donc les formations que principalement mon audience YouTube, enfin les formations dans lesquelles mon audience YouTube investit, et aussi des interventions. Donc ça, c'est vraiment des missions freelance. Enfin, j'appelle ça pour moi des missions freelance dans le sens où j'échange mon temps contre de l'argent. Donc ce sont des interventions dans des écoles d'ingénieurs ou dans des organismes de formation, où là, concrètement, bah, je me présente soit devant mon ordinateur si c'est un cours en remote, en distanciel, soit je me présente dans l'organisme de formation ou dans l'école, devant des élèves ou devant des employés, et je passe une journée, 2 journées, 3 journées ou une semaine à leur enseigner le développement iOS. Donc ça, c'est les deux autres principales sources de revenus qui sont quand même beaucoup plus importantes que YouTube, et c'est notamment grâce à ces missions qui sont quand même assez ponctuelles, hein, ça me prend pas la plupart de mon temps, et qui me rapporte voilà, une grande partie de mon chiffre d'affaires, et c'est surtout ce qui me permet de vivre et de me dire pendant 1, 2, 3 mois, bah, je peux me permettre de travailler justement sur la création de formation et sur YouTube qui directement ne me rapporte pas énormément d'argent. D'accord. Et sur la partie de vente de formation, donc ça représente une partie de ce que tu gagnes, mais pas la grande majorité.
Ouais, alors les formations pures et dures que je propose, donc si on parle vraiment là que de la plateforme de formation, je dirais que c'est entre un tiers et la moitié de mon chiffre d'affaires, en gros. Alors, en moyenne, c'est plus un tiers, ouais, un bon tiers de mon chiffre d'affaires. D'accord. Et alors, je vais te poser la question des revenus. Donc, soit tu nous dis à peu près le chiffre que tu gagnes par mois, sachant qu'en France, on paye beaucoup de taxes, Mm. ou si tu ne veux pas, on peut dire est-ce que tu gagnes plus que la médiane des Français qui est de 1 800 euros, si je ne me trompe pas. Oui, alors effectivement, non, non, ça me dérange pas de donner des chiffres, et ça, en fait, ça me dérange pas, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont, voilà, encore une fois, c'est très aléatoire, et si on veut donner des chiffres, en moyenne, je dirais que je suis entre 3 et 4 000 € de chiffre d'affaires par mois. Alors bien sûr, je crois que j'ai atteint peut-être. Alors je crois pas avoir atteint les 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais c'était, on l'a presque atteint. Mais encore une fois, ça c'est voilà un mois exceptionnel où j'ai eu peut-être des factures qui sont tombées en retard et du coup qui sont tombées dans ce mois-ci. En plus d'un lancement de formation ou voilà d'autres facteurs qui ont fait que le mois était plus important. Mais effectivement, en moyenne, je pense que je suis entre 3 et 4 000 € de chiffre d'affaires. Donc on va dire que ça fait, si on retire les taxes, surtout que pour l'instant, j'ai quand même enfin j'ai quand même pas mal de chance parce que j'ai le statut d'auto-entrepreneur qui, bon, là je suis en train de perdre de plus en plus d'aides, voilà, qui sont disponibles seulement au démarrage. Mais pour l'instant, je paye encore relativement peu de charges. J'en suis pas encore à la moitié de mon chiffre d'affaires qui part en Ouais. taxes ou en charges, donc j'ai plutôt de la chance. Mais ouais, effectivement, je dirais que oui, j'ai quand même de la chance dans le sens où quand je discute avec des élèves, enfin des anciens collègues d'école d'ingénieurs, qui ont un job, voilà, qui sont salariés, oui, je pense qu'en moyenne, j'ai un salaire un petit peu plus élevé que si j'avais trouvé un job d'ingénieur dans une grosse boîte, ouais. Ah, c'est déjà bien parce que au final, tu as commencé ta carrière l'année dernière. Disons que tu es au début de ton activité, donc si tu me dis que 3 000 à 4 000 euros, donc ça veut dire si tu continues cette même progression, dans quelques années, tu auras une vraie entreprise, entre guillemets. Ouais, tout à Et, fait, et c'est clairement l'objectif, hein, ça je m'en cache pas, j'ai vraiment envie de créer quelque chose qui apporte encore plus de valeur, peut-être sur un projet sur lequel on travaille à plusieurs, voilà, déléguer de plus en plus de choses, et donc ça forcément pour ça il faut générer encore plus de chiffre d'affaires, parce que là j'en suis pas encore au stade où je peux payer, voilà, alors peut-être pas des salariés, mais c'est vrai que payer des freelances à temps plein pour leur déléguer quelque chose, là encore, enfin pour l'instant financièrement c'est compliqué, mais effectivement c'est un objectif. Alors après, effectivement, quand on parle quand on voit ça d'un point de vue extérieur, qu'on dit tu t'es lancé il y a un an à peu près, ton entreprise marche bien aujourd'hui, oui, je pense que il y a une part de chance, il y a peut-être aussi une part de compétence, il y a peut-être aussi un bon timing, hein, parce que le confinement, bah, heureusement ou malheureusement, il faut pas se le cacher, ça m'a aidé parce que je propose des formations et du coup on a lancé des nouvelles formations au moment où les gens ont pris conscience peut-être que enfin ils ont pris conscience de l'importance de se former par eux-mêmes et donc forcément ça a fait augmenter les ventes, ça c'est sûr. Mais en tout cas je remercie en fait le moi du passé, le moi qui entre en école d'ingénieur et qui s'est dit tiens je vais peut-être commencer à prévoir un peu le futur et monter cette chaîne YouTube et peut-être commencer à vendre mes petites formations parce que bah, j'ai vendu mes formations, j'ai commencé à vendre mes formations assez vite, hein, au bout de peut-être 3 à 4 mois après avoir lancé ma chaîne YouTube. Bon, ça ne ressemblait absolument pas aux formations qui sont aujourd'hui, hein, la qualité était pas du tout la même. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire en fait que mon entreprise, on peut dire qu'elle a un an dans le sens où ça fait un an que je me suis lancé à plein temps, mais il y a eu quand même 2 années auparavant où j'étais à mi-temps ou peut-être à un quart du temps que je passais à travailler. C'est vrai que bon, c'était une partie très faible parce que les études me prenaient beaucoup de temps,
mais je commençais déjà à travailler un petit peu sur ce projet-là et à prévoir un peu le futur, et ça m'a permis d'acquérir voilà, une certaine audience qui aujourd'hui, je pense, est le facteur principal de ma réussite, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et je pense que ce que beaucoup de gens oublient, c'est que oui, on voit le résultat maintenant, t'as un résultat qui est très sexy, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que je pense que tu as passé des heures, des mois à travailler sur ton projet, des fois sans avoir aucun résultat ou un résultat qui est très très faible, parce qu'au départ, si tu as fait des formations, je suppose que tu gagnais entre 20 et 300 euros, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, j'avoue que j'ai plus exactement les chiffres, mais ouais, je me rappelle. Alors, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Vraiment, le lancement, c'était début 2018. J'avais déjà créé quelques formations quelques mois après. Et je me rappelle d'un jour qui était assez marquant. J'étais en vacances avec mes parents en Corse, au bord de la piscine. Enfin, j'avais pas mon téléphone, j'étais au bord de la piscine. Et quand je rentre, encore mouillé de la piscine, la serviette autour de la taille. Et là, je regarde mon téléphone et je vois des notifications PayPal. Je vois 3 notifications PayPal. Vous avez vendu une première formation, machin. Alors, c'était pas mes premières ventes, mais le fait comme ça de voir 3 notifications en l'espace de 1 ou 2 heures de temps et de me dire, putain, je suis allé me baigner, j'ai gagné peut-être 80 euros en tout, alors que j'étais en train de me baigner. C'est incroyable. Alors, c'était voilà, c'était un moment, c'était un coup comme ça, et ce genre de notification, ça arrive peut-être une fois toutes les 2 semaines ou tous les 3 mois, ça dépend. Et j'étais loin, en fait, avec ces 80 ou 100 euros que j'avais réussi à gagner en une après-midi. C'était pas du tout constant, et c'était peut-être au final sur le mois 200 euros au total. Mais effectivement, j'ai mis du temps avant de pouvoir en vivre. Et en fait, s'il n'y avait pas eu cette histoire de confinement, et si pendant l'été 2020, bah, ça n'avait pas grossi autant, j'aurais pas été aussi confiant, et je pense que je me serais pas directement lancé à plein temps sur ce projet-là, parce que j'aurais pas du tout, enfin, j'aurais pas pu assurer mes dépenses quotidiennes, c'est-à-dire le loyer, la nourriture. Ça, je pense que j'aurais pas pu l'assurer, j'aurais pas pu assumer en fait avec un projet, avec ce genre de projet, si j'avais démarré peut-être 3 mois auparavant, quoi. Ah, c'est rigolo parce que j'ai à peu près la même anecdote. Alors moi j'étais en plein milieu du désert australien. Alors moi c'est pas du tout de la vente de formation parce que je gérais un site e-commerce. Mhm. Donc j'ai appris que je n'étais pas du tout la bonne personne pour gérer ce genre de site. Mais dans le désert australien, tu captes des fois le réseau et j'ai reçu un SMS me disant bah c'était euh, Sprite, je sais plus comment il s'appelle le logiciel Ouais, de c'est vente. Stripe sûrement. Stripe, voilà, Ouais. c'est Stripe, qui m'a envoyé un message qui me disait vous avez fait une vente, félicitations. Donc, qui a posé beaucoup de problèmes parce que quand tu es dans le désert, t'as pas de wifi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça te prouve que c'est possible. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que on se retrouve à, à être encore plus fier de soi et avoir un sentiment encore plus fort, alors qu'on vient de gagner 10 ou 100 fois moins que si on avait trop, enfin, que quand on reçoit sa paye à la fin du mois, tu vois. Et on reçoit une notification, vous avez gagné 10 euros, 20 euros, 100 euros. Et c'est vrai que enfin, comme ça paraît très peu, mais le fait de se dire que cette somme d'argent-là, et même si c'est 5 euros ou 10 euros, le fait de se dire, d'une part, que cette somme-là, on l'a gagnée avec quelque chose qui est plus ou moins automatisé, et que on peut la regagner en fait sans devoir tout reconstruire. Et en plus de ça, le fait de se dire que cette somme-là, on l'a gagnée bah, quasiment 100% grâce à soi-même, et que c'est pas quelqu'un qui nous a payé pour faire quelque chose, c'est quand même hyper gratifiant. Mm. Ah, ça, c'est. Mais après, ce qu'on dit, c'est que. Ce qu'on voit pas, c'est que par rapport au temps dépensé, je suppose que sur ton premier, on va dire tes premiers 50 euros, ça t'aurait rapporté plus d'aller travailler chez McDo. Bien sûr, bien sûr. Et c'est marrant parce que je me suis déjà amusé à faire le calcul très grossièrement en me disant, alors, tiens, prenons l'exemple d'une formation que j'ai créée. Combien de temps, plus ou moins, j'ai passé à créer cette formation? Supposons, voilà, que à l'époque, je donnais aussi des cours dans un organisme
d'accompagnement scolaire, donc rien à voir, hein, c'était des cours de maths pour des collégiens, lycéens, et je me suis déjà amusé à me dire, tiens, sur le temps passé sur le temps que tu as passé à créer cette formation, euh, combien est-ce que ça t'aurait rapporté si tu avais passé ce temps-là chez Academia ou chez n'importe qui pour justement accompagner des élèves de collège-lycée. Et je me suis dit, bah tiens, en fonction du temps que tu avais passé, si on suppose que ce temps-là, tu l'avais passé à gagner peut-être 20 euros de l'heure, au bout de combien de temps la formation aurait été rentable? Et sur les premières formations que j'ai vendues, donc des formations qui permettaient d'apprendre les bases du Swift ou les bases du développement iOS, ouais, je pense que j'ai dû les rentabiliser au bout. Je pense que même les premières formations n'ont même pas été rentabilisées. Et que c'est les deuxièmes formations ou troisième formations qui ont été rentabilisées au bout peut-être de 3, 4, 5 mois. Et ce genre de. Enfin, le temps passé, ça se comptait peut-être en quelques dizaines d'heures. Donc les dizaines d'heures, on peut les faire soit à temps plein sur une semaine, soit sur quelques mois, voilà, le soir après les cours ou après un job normal. Donc c'est vrai que il faut aussi avoir conscience que si on veut se lancer dans ce genre de projet, il faut être prêt à bosser pour rien pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, mais qu'après, en fait, bah, c'est la plupart du temps, si on s'y prend bien, c'est exponentiel. Et quand on compare la courbe exponentielle à la courbe linéaire, bah oui, forcément, celui qui va suivre la courbe linéaire va être beaucoup plus au-dessus de nous si on suit la courbe exponentielle. Mais au bout d'un moment, la tendance va s'inverser, et là, par contre, ça peut exploser, quoi. Bah, c'est un peu le débat qu'on avait eu l'année dernière quand je suis allé dans ton podcast. C'est que moi j'ai des revenus qui sont, oui, en chiffre d'affaires qui sont beaucoup plus élevés. Donc moi, 10 000 euros, c'est de chiffre d'affaires. Alors il faut savoir que moi j'ai pas le même statut qu'auto-entreprise, donc je paye beaucoup plus de charges. Mais moi je fais tous les mois plus de 10 000 euros. Mais ce que je sais, c'est que je ne pourrai jamais faire plus parce que mon temps, bah, il n'est pas extensible. Hmm. C'est toi, tu as moyen, et je vois par rapport à ce qu'on avait dit l'année dernière, tu as quasiment fait x2 par rapport à l'année dernière. Sauf que si toi, tu continues dans cette lancée, bah, l'année prochaine, tu seras au-dessus de moi, l'année suivante, on sera plus dans la même catégorie. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que cette notion, bah, je pense avoir la chance de l'avoir comprise assez vite. Parce que ouais, je vois effectivement encore des gens autour de moi qui n'ont pas du tout conscience euh, qu'on peut décorréler son temps de travail du montant qu'on gagne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye c'est un objectif que j'essaye de poursuivre. Euh, Parce que justement, voilà, si comme je me dis que si jamais demain bah, mes objectifs changent complètement et que au lieu du van, j'ai envie de m'acheter une villa je ne sais où avec une flotte de Tesla ou une Porsche 911, bah, je sais que voilà, le chemin va être long, la route va être semée d'obstacles et ça va être très difficile, mais je sais que c'est possible. Et voilà, en fait, c'est justement, on en revient à cet objectif de liberté, de me dire si demain mes objectifs changent, mes envies changent, mes passions changent, bah, je vais peut-être pas pouvoir assouvir ces passions entre guillemets du jour au lendemain en un claquement de doigts, mais ça reste possible et je vais pas être frustré pendant tout le restant de ma vie professionnelle à me dire bah tiens là je suis un peu enfermé dans un job qui me plaît mais sans plus et je vais pouvoir justement bah, atteindre ou en tout cas poursuivre mes objectifs. Bah, je pense que toi comme moi, on a lu le même livre qui est La semaine de 4 heures qui explique ce point de vue-là. Et j'ai essayé de l'expliquer plusieurs fois à des gens et j'ai eu des réponses, mais en me disant que c'était pas possible de faire ça. Et bon, quand on lit ce genre de livre, ça paraît super facile, mais de passer de 0 à 1, c'est quand même super dur. Et c'est ce que tu montres bien dans ton expérience, c'est que la plupart des gens qui auraient eu une pensée tout à fait rationnelle auraient abandonné quoi. Ouais, bien sûr. Mais effectivement, parce que quand on entend la semaine de 4 heures et quand on découvre ce titre-là, enfin ce livre-là, et donc forcément on le découvre à travers sa couverture et son titre, bah on pense tout de suite à une semaine de travail. Et donc une semaine de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me lève,
je fais un certain type de tâche, et ensuite j'arrête de travailler. Et en fait, quand on voit ça, bah, le seul type de travail qu'on voit, c'est un travail qui est rémunéré à l'heure ou au mois ou à la semaine, enfin bref, peu importe, mais qui est rémunéré en fonction du temps de travail. Mais, et je pense que c'est assez bien expliqué dans le livre, et c'est pour ça que bah, le titre est assez provocateur pour justement qu'on ait envie d'en savoir plus, et au final, quand on lit le livre, on se dit, ah bah oui, c'est pas si bête que ça, et la semaine de 4 heures, elle est pas si impossible que ça, parce que bah, ce qui se cache derrière une semaine de 4 heures, c'est des semaines de 70 heures. Et donc, bah forcément, si on met bout à bout des semaines de 70 heures pendant plusieurs mois, plusieurs années, bah peut-être qu'au final, on a accumulé assez de temps de travail pour être capable de ne travailler entre guillemets que 4 heures par semaine, et gagner aussi bien sa vie, voire mieux sa vie que si on avait passé tout ce temps-là à travailler un nombre d'heures constant, c'est-à-dire 35 à 45 heures par semaine. Mais la falaise, elle est très importante. Ouais. Alors ça me fait une parfaite transition pour la suite. Tu travailles combien d'heures par semaine? C'est une bonne question, c'est une très bonne question, et j'avoue que je saurais pas y répondre précisément. Mais si on fait un calcul rapide, alors en fait le truc c'est que récemment j'ai mon mode de vie qui a un petit peu quand même changé. Maintenant je vis avec quelqu'un qui n'a pas du tout ce mode de vie euh, entrepreneurial, freelance, enfin voilà, qui a un job on va dire classique, c'est-à-dire qu'il y a des horaires fixes. Et donc déjà, ça me permet de mettre un petit peu plus une barrière entre guillemets, le pro et le perso. Donc ça me permet en fait d'avoir un rythme de vie qui est un peu plus stable, on va dire, dans le sens où voilà, maintenant je me réveille plus ou moins toujours à la même heure, je commence à travailler à la même heure, et dès que cette personne arrive à la maison, voilà, je mets un petit peu le travail sur pause, et ça me permet de passer du temps avec elle, du temps qui n'a plus rien à voir avec le travail. Donc ça, on va dire que c'est quelque chose, c'est un événement qui a un petit peu perturbé, on va dire, qui a bouleversé mon rythme de travail, parce qu'avant ça, bah en fait, pour moi, enfin, le temps que je passais éveillé, je le passais à travailler, c'est-à-dire que le matin, je me levais, je prenais ma douche, j'allais me chercher un petit café et un petit croissant, et puis je commençais à travailler, quoi. Mais pour moi, c'était pas du travail, parce que c'était vraiment de la passion. Et si aujourd'hui j'avais envie de créer un chapitre de formation, bah, je créais mon chapitre de formation. Et si aujourd'hui j'avais envie de lire un bouquin, eh ben, je lisais un bouquin. Mais pour moi, c'était du travail parce que je lisais un bouquin qui était en rapport avec ce que je faisais en ce moment, donc du marketing, de la création de contenu, bref, peu importe. Mais ouais, si on devait mettre un chiffre, je dirais que je passe entre 40 et 50 heures de travail par semaine, parce que ça m'arrive aussi le soir, quand on est devant la télé, de prendre l'ordinateur et de coder un petit peu, ou de travailler sur un script de vidéo. Donc ouais, je dirais que j'ai un volume horaire classique plus, on va dire, entre 35 et 40, voire 50 heures de travail par semaine. Alors, je vais te poser une question qui est par rapport à ça, parce que si on prend le temps de travail que tu fais, que tu me dis 40-50 heures, mais si on enlève toutes les heures de passion, ça fait combien? Si on enlève toutes les heures de passion, en gros, la question c'est combien d'heures par semaine je fais des choses qui ne me passionnent pas. C'est ça. Alors, j'avoue que c'est une très bonne question, et j'avoue que je me la suis jamais posée, c'est hyper intéressant. Euh, ouais, franchement, je pense que à la semaine, ça doit se compter peut-être ouais, sur les doigts de la main, et peut-être même sur une main. Parce que, alors forcément, quand tu me dis, voilà, les choses sur lesquelles je travaille qui me font pas plaisir et que j'ai clairement envie de ne pas faire, je pense tout de suite à la compta, ou voilà, à des choses très, euh, voilà, tout ce qui est paperasse, etc. Donc ça, forcément, c'est des choses qui m'ennuient à mourir. Mais le truc, c'est que je fais toujours en sorte, soit d'automatiser ces choses-là, soit de les déléguer, mais bon, c'est vrai que je délègue encore très peu de choses aujourd'hui, soit de batcher. Donc, je dirais que c'est des choses que je ne fais absolument pas durant la semaine, et peut-être qu'une fois par mois, notamment pour la compta, je vais me prendre une matinée, ou une journée. C'est vrai que des fois, ça prend plus de temps que prévu. Mais ouais, je dirais que ça se compte sur les doigts d'une main, quoi, si on fait la moyenne par semaine. D'accord. Et
on va parler d'un dernier point qui est lié aussi à ça. Tu es fasciné par la productivité. Tu as fait pas mal de vidéos là-dessus. Ouais. Alors, pour moi, la liberté et la productivité, c'est deux choses, mais qui sont totalement opposées parce que je vois, tu sais, dans les temps modernes avec Charlie Chaplin où ils font de la productivité, pour moi, c'est associé à l'usine, la productivité. Alors, pourquoi tu associes les deux si tu me dis que tu es libre? Alors c'est hyper intéressant et c'est vrai qu'on commençait un peu à en parler en off et j'aimerais bien avoir ton point de vue un peu plus détaillé après si on a encore le temps d'en discuter. Mais en fait pour moi la productivité c'est pas le nombre d'heures que je passe à travailler. Et je suis tout à fait d'accord, la productivité à une autre époque ça se comptait en nombre d'heures de travail. Et malheureusement j'ai l'impression qu'en France on a toujours cette association-là entre la productivité et le temps de travail. Et c'est marrant parce que j'ai une très bonne amie qui a fait un stage, alors pas du tout dans l'informatique, mais bref, peu importe, qui a travaillé pendant pas mal de temps en Allemagne, et elle me disait que en Allemagne, c'est presque mal vu de faire des heures supplémentaires. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas été capable d'effectuer ce qu'on t'a demandé de faire, ou en tout cas ce que tu étais supposé faire, en un temps imparti. Et donc ça veut dire que tu es mauvais. Alors qu'en France, on voit la personne qui part à 16 heures au lieu de 18 heures comme quelqu'un qui est un peu fainéante, qui a plus envie de travailler et du coup qui s'en va tout simplement. Ça peut être vrai, hein, je dis pas que c'est jamais le cas, mais en fait il faut, enfin moi en tout cas la productivité, je la vois comme réussir à créer un système ou à mettre des choses en place pour justement se dégager du temps. Donc pour moi, être productif, ça veut dire créer plus en un même laps de temps, ou alors créer autant en moins de temps. Et donc du coup, effectivement, alors il y a toujours cette notion de temps dans l'histoire, mais pour moi, effectivement, la productivité, c'est une façon de gagner du temps, dans un sens, si je veux en gagner, hein, parce que peut-être que j'ai pas envie d'en gagner et que j'ai envie de travailler 10 heures par jour, mais si j'ai envie de gagner du temps, effectivement, tous ces outils, ces techniques, ces notions de productivité, moi, me permettent de dégager du temps et donc forcément d'être un petit peu plus libre dans un sens. Oui. En gros, tu gagnes du temps pour exécuter plus de choses. C'est ça. D'accord. Et ces choses peuvent être du temps libre, regarder la télé, regarder Ouais, tout à fait. En Netflix. fait, faut vraiment voir la productivité comme une façon de, de raccourcir le temps de travail. Et donc, forcément, ça peut vouloir dire produire plus ou ça peut vouloir dire se dégager plus de temps libre, soit pour en faire encore plus, soit pour faire complètement autre chose. Et voilà, me dire par exemple, ce matin, je vais essayer d'être plus productif pour faire ce que la moyenne ou ce que en temps normal je fais en une journée, je vais essayer de le faire en 2-3 heures la matinée pour faire totalement autre chose l'après-midi, quoi. Et alors, c'est le point où moi je suis moins d'accord et je vais te poser la question, c'est toute la partie qui est la créativité. Parce que tu as quand même une activité qui est très créative, parce que créer des vidéos, il faut avoir des idées, il faut les mettre en place, il faut, quand tu filmes, surtout toi où c'est vraiment bien léché, ça prend du temps, ça prend, on va dire, il faut que tu prennes des décisions, donc tu as une fatigue décisionnelle. Et moi, c'est là où je ne suis pas d'accord avec le raisonnement, c'est que la créativité et on va dire la fatigue décisionnelle, elle n'est pas extensible. Je Mhm. ne pense pas qu'on puisse augmenter un muscle créativité ou un muscle décision. Et tu vois, c'est ce point-là, c'est que je me dis, moi, on va dire, je peux travailler 6 heures, parce que la développeur, on va pas se mentir, il y a de la créativité, il y a de la fatigue de décision et il y a de la réflexion. Dépasser ces 6 heures, moi, je suis mais épuisé, quoi. Ouais, non, mais effectivement, et je suis hyper d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça. Moi, souvent, j'appelle ça la jauge de volonté. Tu sais, voilà, le matin, tu te réveilles, t'as une certaine. Moi, je vois ça un peu comme un jeu. T'as une certaine jauge de volonté qui peut s'entraîner, hein. Je pense qu'on peut, on peut l'étendre en gagnant des niveaux entre guillemets. Mais dans tous les cas, cette jauge,
elle a un certain pourcentage le matin, et quand elle est vide, quoi. Et puis, il n'y a pas 36 moyens de la recharger. Des fois, il faut dormir, des fois, il faut prendre un petit café. Mais voilà, la plupart du temps, il faut juste couper le travail et faire complètement autre chose pour réussir à la recharger de manière efficace. Et ça, en fait, je suis hyper d'accord avec toi sur ce point. Mais en fait, du coup, moi, je vois la productivité comme justement, euh, je la vois aussi comme un système qui me permet de réduire cette fatigue mentale, ou en tout cas de l'optimiser. Comme par exemple, bah voilà, si je dois tourner X vidéos, bah peut-être que pour moi, être plus productif, ça va être me prendre toute une matinée ou toute une journée pour écrire le script. Et du coup, je sais que voilà, aujourd'hui, je fais que ça et je vais être focus sur mon écriture de script. Et peut-être que je vais essayer d'en écrire deux ou trois sur deux ou trois demi-journées. Et comme ça, bah, par exemple, à la fin, je vais pouvoir les tourner à la suite parce que, bon, voilà, le tournage, sachant que le script est écrit, bah, c'est peut-être quelque chose qui demande beaucoup moins d'efforts dans le sens où on a, entre guillemets, juste à lire un script. Donc voilà, en fait, pour moi, la productivité, c'est ce genre de tips ou de partie du système, en fait, qui va me dire, bon, bah ok, pour écrire une vidéo, tu sais qu'il faut faire ça, ça, ça et ça. Et en fait, j'ai même plus à réfléchir à ce que je dois faire pour écrire une vidéo, parce que je vais pas te mentir, il y a encore quelques semaines, ou plutôt quelques mois, bah ouais, le processus de création d'une vidéo, c'était très brouillon. C'était des fois je faisais avec un script, des fois je faisais sans, des fois voilà, c'était très brouillon. Des fois je fais plus des formats qui sont très travaillés, très cutés, ou alors au contraire, des fois je fais quelque chose qui est plus naturel, avec peut-être voilà des fautes, des bégaiements, etc., etc. Et cetera. Et en fait, le fait d'avoir mis en place un système, et pour moi c'est la partie productivité, c'est ce que j'entends derrière le terme productivité, bah ça me permet, quand je dois créer une vidéo, de me dire, ok, je sais que le lundi ou le mardi, je dois me concentrer là-dessus, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, et du coup, ça me retire en fait toute cette partie réflexion euh, qui me prenait quand même pas mal de temps, et surtout de charge mentale, et donc de fatigue décisionnelle. Je pense que c'est le terme que tu as utilisé et qui est très intéressant. Donc ça m'enlève en fait toute cette partie-là. D'accord, tu te concentres sur les tâches qui sont les plus urgentes. Après, tu as une phase qui est quand même, je vais dire, d'industrialisation. En gros, tu crées des processus et tu appliques les processus pour ne pas avoir à te poser des questions tous les jours et répondre toujours à la même question en réalité. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un petit peu, c'est un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens où je vais faire l'effort de travailler quelques minutes, quelques heures ou peut-être quelques journées pour mettre en place un système, même si ce temps que je vais passer à travailler ne me rapporte absolument rien sur le court terme, mais le fait d'avoir réfléchi, de m'être posé, de me dire je vais banaliser une journée ou X journées que j'aurais pu passer à faire autre chose et du coup à gagner de l'argent, ou à gagner du temps, enfin bref, à faire quoi que ce soit, je vais banaliser ce temps-là, je vais faire l'effort de d'investir sur un système, sur la création d'un système qui ensuite me permette de gagner du temps parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas à refaire par la suite, tu vois. Ok. Et ben, je pense qu'on va passer aux questions de la fin. Donc, c'est des questions que tu n'es pas au courant que j'allais te poser. Attention. Tout le monde a un Vas-y. sourire crispé quand je dis ça. Alors, ma première question, et c'est celle que je préfère, c'est si dans tout ton parcours, tu as commis une erreur, et je suis sûr que tu en as commis, c'est une erreur que tu aurais aimé ne pas faire, mais tu te dis a posteriori que heureusement que tu l'as fait et que tu as appris beaucoup. Quelle est cette erreur? Alors c'est une très bonne question, et en fait c'est une question à laquelle j'ai toujours un petit peu de mal à répondre, parce que, alors c'est peut-être dû au syndrome de l'imposteur, je sais pas, mais en fait j'ai l'impression euh, d'avoir un petit peu tout réussi entre guillemets. Alors je veux absolument pas paraître prétentieux quand je dis ça, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas encore eu de gros échecs, dans le sens où j'ai pas consacré énormément de temps à un projet qui soit m'a fait perdre de l'argent, ou tout simplement qui m'a rapporté strictement rien et du coup qui m'a fait perdre du temps et donc indirectement de l'argent. Et en fait pour moi c'est un peu j'ai l'impression quelque chose qui me manque, parce que j'ai peur
d'être engagé un peu sur cette voie où tout fonctionne, alors plus ou moins bien. Alors bien sûr, il y a toujours des petites déceptions en termes de résultats, mais j'ai peur en fait d'être lancé sur une voie où tout se passe plus ou moins bien, et au moment où là il va se passer quelque chose de grave, enfin en tout cas qui ne fonctionne pas, bah là je vais vraiment être cassé en deux parce que j'aurais pas eu justement l'habitude d'encaisser des coups. Donc j'avoue que là tout de suite j'ai pas de grosses erreurs, de gros échecs auxquels je peux penser, et je pense que c'est normal parce que justement j'ai fait en sorte de prendre certaines précautions, parce que j'ai lancé plus ou moins un business pendant mes études, et en fait si ça ne marchait pas, et enfin pour moi ça n'aurait pas été un échec, parce que après j'aurais pu me lancer j'aurais pu trouver un job classique, et puis voilà, j'aurais très bien commencé ma carrière professionnelle. Euh, donc ouais, je pense que ça répond pas très bien à ta question, mais je dirais que Mais ouais, dis-moi. j'ai une autre question alors. Est-ce que, parce que tu as parlé de chance, est-ce qu'à un moment tu te poses la question que tout ton parcours pourrait être plus lié à la chance que à tes compétences? Ouais, très bonne question. Et en fait, je pense qu'on pourrait avoir tendance à penser, et même moi, hein, je pense que je pourrais avoir tendance à penser que mon parcours et cette partie de réussite, parce que moi je considère que même si j'ai encore plein de projets, c'est déjà en quelque sorte une réussite. Euh, on pourrait penser que c'est dû à la chance, au timing, etc., comme on disait tout à l'heure. Mais en fait, quand tu me poses cette question, je pense tout de suite à mon père qui m'a toujours dit, quand je lui parlais, voilà, du fait que bon, j'étais pas spécialement intéressé par les études que j'étais en train de faire, il m'a toujours dit, je veux absolument rien savoir, tu peux faire tous les projets que tu veux à côté, la seule chose que je te demande, c'est de terminer ton cursus et d'obtenir ton diplôme d'ingénieur. Et j'étais toujours un peu, quand il me disait ça, mais au final, je le remercie aujourd'hui parce que d'une part, mon diplôme constitue une bouée en quelque sorte, hein, aujourd'hui, c'est-à-dire que si jamais mes projets se cassent la gueule, je pourrais toujours me retourner sur mon diplôme. Mais en plus de ça, je pense que clairement, ce que j'ai appris à l'école, même si j'ai des fois tendance un petit peu à dénigrer l'école, c'est sûr et certain qu'il y a énormément de choses que j'ai apprises à l'école qui m'ont servi dans mon projet aujourd'hui, ne serait-ce que voilà, des compétences qu'on ne voit même pas et qu'on n'a même pas l'impression d'acquérir. Je pense notamment à la communication, le fait de s'exprimer devant des gens. Ouais, c'est quelque chose que j'ai en partie appris grâce à mon cursus scolaire. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que les compétences acquises à l'école, que ce soit en prépa ou en école d'ingénieur, c'est clairement quelque chose qui m'a aidé pour ma réussite aujourd'hui. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais pas si tu es comme moi, mais je pense qu'en ayant fait une classe prépa, dès que je veux apprendre un domaine, j'achète 10 bouquins sur le sujet, je les lis de façon religieuse. Et une fois, j'ai même discuté avec des gens qui faisaient du marketing. Ils ont pensé que j'avais un bac plus 5 en marketing. J'avais lu juste 10 bouquins avant et j'avais mémorisé une bonne partie, quoi. Et je parlais avec les mêmes mots qu'eux. Mais ça, c'est qu'en prépa, on nous entraîne à apprendre à apprendre. Bah c'est ça, et effectivement, moi je remercie tellement la prépa, et si c'était à refaire, je le referais, parce que, ouais, comme tu dis, on nous a appris à apprendre, et en fait, moi j'ai pris conscience que ça m'a permis d'acquérir un mindset qui est de, en fait, si je sais pas quelque chose, si je connais pas quelque chose, si je ne maîtrise pas un domaine, je peux l'apprendre. Alors ça fait très Elon Musk dit comme ça, mais en fait, je me rends compte que c'est pas évident pour tout le monde. Et je rencontre tellement de gens qui me disent, bah ouais, mais ça, je sais pas faire. Euh, et moi, je suis en mode, bah oui, mais enfin, il suffit d'apprendre. Alors, il suffit, c'est un bien gros mot. Bien sûr que ça prend du temps, ça demande des efforts incroyables. Mais ouais, grâce à la prépa, effectivement, j'ai acquis cette mentalité de me dire, bah, je peux apprendre quelque chose, et à partir de ce moment-là, les possibilités sont quasiment infinies à partir du moment où on est prêt à mettre les mains dedans, quoi. Alors, par rapport à ça, si tu as une ressource à nous conseiller qui t'a été utile sur ton parcours en entier, tu nous conseillerais quoi?
C'est une vaste question parce que c'est vrai que dans des ressources, il y en a plein. Alors je vais répondre à tes questions à plusieurs échelles. La première échelle qui est la plus large, on va dire. Euh, les ressources que je recommande, c'est les bouquins. Franchement, c'est juste un monde incroyable. Il suffit d'aller sur Amazon, de chercher la catégorie. En plus, sur Amazon, il y a tellement de catégories qu'on peut trouver une catégorie, enfin la catégorie qui nous correspond et dans laquelle on veut apprendre des choses. Donc il suffit d'aller sur Amazon, de chercher dans la catégorie qui nous intéresse et de commander les 3, 4, 5 bouquins best-sellers dans cette catégorie. Maintenant, après, si on veut aller plus précisément dans la question, une ressource que je suis en train de consommer actuellement, c'est un bouquin qui s'appelle Make. Donc je pense qu'en cherchant Make Book, enfin le book Make sur Google, on tombe assez rapidement dessus. Alors je sais plus comment s'appelle l'auteur, mais je sais que c'est le créateur de Nomad List, Oui. qui est, je pense que tu connais, hein, c'est un site qui référence les différentes villes pour les digital nomades avec voilà différents critères comme la connexion internet, le bien vivre, etc. Et en fait, dans ce bouquin-là, il nous explique en fait comment on peut lancer des side projects de manière assez simple et assez rapide, sans se prendre la tête justement avec tout ce qui est levée de fonds, apprendre forcément le développement si on n'y connaît rien au développement. Hein. Peut-être que il y en a qui n'y connaissent rien et qui ont envie de lancer un projet et qui pour autant ont peur parce qu'ils ont l'impression qu'il faut absolument savoir coder un site web ou une application mobile. Donc ouais, je dirais que c'est la ressource en tout cas qui m'a le plus marqué ces dernières semaines et bah voilà, qui nous aide à nous lancer si on a un side project ou une idée en tête pour justement en faire une entreprise éventuellement plus tard. D'accord. Et je pense que tu n'es pas le premier à en avoir parlé sur le podcast de ce livre. C'est un livre qu'on n'a que en e-book. Il faut l'acheter Ouais, sur le c'est site ça, de... ouais, que c'est un livre qu'on a que en Hmm. e-book. Et alors, bah en fait, maintenant que t'en parles, euh, c'est vrai que j'ai peut-être. Alors, je t'avoue que j'ai peut-être entendu cette ressource-là sur ton podcast. Alors, du coup, je me sens un petit peu bête parce qu'on vient de donner deux fois enfin, le même bouquin, mais en tout cas, bon, voilà, ça appuie cette ressource-là et ça pourra peut-être inspirer plus de monde parmi ton audience. Ah, surtout que c'est un point qu'on n'a pas parlé pendant l'interview, c'est monter une chaîne YouTube à l'heure actuelle, il n'y en a pas pour des milliers et des cents, quoi. Surtout que maintenant les caméras de smartphone, bah, elles sont de très très bonne qualité, même pour un téléphone bas de gamme. La seule chose qu'il faut, c'est un bon micro. Et c'est bon, parce que si on revient à une question que j'aurais dû te poser, ou j'aurais pu te poser, euh, au début, quand tu t'es lancé, ça t'a coûté combien de créer ta chaîne YouTube? Ouais, zéro. Ça m'a coûté zéro. Alors, attention, ça m'a coûté zéro. Bien sûr, j'avais déjà un iPhone 6 dans la poche. Bon, à l'époque, l'iPhone 6, c'était pas le dernier, mais c'était pas non plus un iPhone qui datait de 5 ans. Mm. Donc, c'était quand même un téléphone, voilà, d'une certaine gamme, qui coûte un certain montant. Donc oui, ça m'a coûté zéro, mais franchement, on va pas se cacher. Quand on veut se lancer dans un projet entrepreneurial, bon, il y a de fortes chances qu'on soit déjà, enfin qu'on ait déjà, je sais pas moi, un job, ou qu'on soit déjà dans un milieu relativement aisé. Et puis même si on n'a pas les moyens de se payer un téléphone qui a une qualité bah, suffisante, bon bah voilà, bah, on commence avec le téléphone qu'on a dans la poche, peu importe. Et puis on peut très bien demander aussi voilà, à son copain, à une connaissance, de nous filer un iPhone ou n'importe quel téléphone, ou n'importe quel appareil photo, ou n'importe quel webcam qui fonctionne bien, quoi. Donc ouais, clairement, pour se lancer, il y a tellement de solutions aujourd'hui qui nous permettent de nous lancer clairement pour 0 €. Mm. Bah, et même, on parle, on va être écologique sur la chaîne, même en occasion des téléphones de très bonne qualité, c'est assez facile à avoir. Moi, j'ai fait le calcul il y a quelques semaines de combien coûtait le podcast. Si on compte le micro, la caméra, qui est une caméra correcte, un éclairage vraiment basique, il y en a pour moins de 400 €. Ouais, bien sûr. Et comme c'est ma société qui en a payé une partie et que c'est considéré bah, comme un usage normal pour une société, bah, ça coûte plus grand chose. Ouais, tout à fait. Donc ouais, non, mais ça c'est sûr. Et en fait, je pense que voilà,
cette génération Internet, c'est quand même une génération assez incroyable parce que avec très peu de moyens, on peut réussir à lancer des trucs assez incroyables. Mais forcément, qui dit peu de moyens, dit peut-être des qualités de produits, de services qui sont plus faibles, ça c'est normal, et donc forcément ça demande un petit peu plus de temps pour grossir, pour créer quelque chose de plus qualitatif, parce qu'il faut déjà il faut déjà générer 1 euro, 2 euros, 3 euros, et puis avec ces 3 euros on s'achète un micro, et puis grâce au micro on crée du contenu de plus grande qualité, un service de plus grande qualité, et grâce à ça, on arrive à générer 6 euros, etc., etc. Et donc, C'est un peu ce qu'on voit dans ton parcours. Entre le ouais, moment où tu as commencé et le moment où tu en as vécu, il s'est passé 3 ans. ouais, bien sûr. Et Donc puis, il faut pouvoir effectivement, vivre. aujourd'hui, ça m'a coûté 0. Et puis, ouais, si je fais le calcul, alors bon, je trouve que je suis pas non plus encore très dépensier en termes de matériel, mais si je fais le calcul, bon, j'avoue que je dis ça, mais l'ordinateur sur lequel je te parle, il coûte quand même plusieurs SMIC. Donc, effectivement, si on fait le calcul de tout ce qui m'entoure, ouais, ça revient à une somme quand même assez conséquente. Mais cette somme-là, enfin voilà, ce matériel, je l'ai acquis petit à petit. Peut-être qu'il y a une partie, c'est du matériel d'occasion, il y en a, c'est du matériel de récup. Donc, ouais, effectivement, ça s'est fait petit à petit et c'est pas. Il faut pas. En fait, il faut pas regarder ma situation actuelle en se disant il faut pas regarder ma situation actuelle et mes résultats actuels en se disant, si je veux ce résultat-là, il faut, il faut que je sois dans cette situation-là. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut, il faut pas se dire que si on veut réussir à créer une chaîne YouTube à 100 000 abonnés, il faut avoir l'ordinateur à 3 000, l'appareil photo à 2, 3, 4 000 euros, l'écran à je ne sais combien. Donc voilà, il faut vraiment prendre conscience que ce qui se cache derrière une situation actuelle, c'est un processus qui est tout à fait différent, quoi. Ok. Et pour ma dernière question, ça sera où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon, je pense que les gens l'ont plus ou moins compris. Le plus simple pour me retrouver, effectivement, c'est la chaîne YouTube. Si on tape développeur libre sur YouTube ou même sur Google, on trouve assez facilement. Et puis, ouais, la chaîne YouTube, c'est vraiment le point central sur lequel on peut tomber sur mon site, donc sur ma plateforme de formation, qui est développeurlibre.com aussi. Et puis, ouais, c'est vraiment le point central où on peut échanger avec moi, on peut trouver mes informations de contact si jamais on veut me contacter. Merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez prolonger l'expérience en vous abonnant à la newsletter qui est dans la description ou en cliquant sur la vidéo qui s'affiche. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. Allez, ciao!